Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débats, chroniques et reportages avec au sommaire de ce 9 février l'appel du pied de Jordan Bardella aux électeurs et aux candidats des Républicains. Ces élections municipales vont-elles servir de répétition générale avant la présidentielle? Quelles sont les alliances à droite mais aussi à gauche? Quelles leçons nationales pourrons-nous tirer de ces scrutins locaux? Certains ténors comme Édouard Philippe, François Bayrou, Rachida Dati joueront-ils leur avenir politique le 22 mars lors du second tour? On en débat dans une minute. Et puis, dans la seconde partie de ce Sens Public, la diplomatie mondiale à l'heure de Donald Trump. Les États-Unis sont une puissance établie mais qui se détourne progressivement de certains de ses alliés et s'affranchit de règles internationales qu'elle promouvait encore récemment, qu'il s'agisse du commerce, de certains éléments de sécurité ou de certaines enceintes. Faut-il encore considérer les États-Unis comme un allié? Comment le business permet d'expliquer la plupart des choix du président US? L'Europe peut-elle s'émanciper de la tutelle américaine et résister à la Russie et à la Chine? Ne ratez pas l'analyse de nos experts journalistes, anciens ambassadeurs également à l'OTAN ou à Washington. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, les réactions après le clin d'œil aguicheur de Jordan Bardella aux Républicains. Michel Barnier et Xavier Bertrand sont restés de marbre. Cécile Sixou. Premier bain de foule, premier déplacement de campagne, mais surtout une première annonce remarquée pour Jordan Bardella samedi à Carcassonne. Le chef du parti RN n'exclut pas, en cas de second tour face à LFI, une union, un rassemblement avec DLR. Le parti prêt à faire sauter les digues pour battre l'extrême gauche, qu'elle juge trop dangereuse. La France insoumise, c'est un danger pour notre pays. La France insoumise, c'est une violence. La France insoumise, c'est ce parti passionnément antisémite. Il faut le rappeler. Et donc, il faut mettre tous les moyens démocratiques en œuvre pour les empêcher de diriger des communes. Une main tendue que refuse Michel Barnier. Je ne plaide pas et je ne plaiderai jamais pour une alliance avec les formations d'extrême droite. M. Bardella, pas plus que quiconque, n'est propriétaire de ses voix. Les Français méritent un autre choix et nous allons nous battre pour qu'il y ait un candidat de la droite et du centre présent au deuxième tour. Pour Xavier Bertrand aussi, c'est niette. Et si certains responsables LR en difficulté dans leur commune étaient tentés par cette proposition, le parti doit leur envoyer un message clair. Je ne méconnais pas la tentation de certains. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, depuis maintenant des mois, je dis à Bruno Retailleau, président des LR, qu'il est indispensable de clarifier la ligne politique et la stratégie Est-ce qu'il a répondu à votre des Républicains. Je lui ai écrit d'ailleurs cette semaine encore. Pour le moment, Bruno Retailleau ne s'est pas exprimé, mais devra trancher assez vite, car au niveau local, des élus RN et LR commencent déjà à s'entendre sur des alliances. Et on débat de cette répétition générale avant 2027 avec Valérie Lecable. Bonsoir. Bonsoir bienvenue, Thomas. Vous êtes éditorialiste politique au quotidien Le Journal.info. Jean Garrigue, bonsoir. Bienvenue, historien, président de la Commission internationale d'histoire des assemblées. Et vous publiez Les avocats de la République, ceux qui l'ont construite, ceux qui la défendent aux éditions Odile Jacob. Adélaïde Zulfikar-Pasic, bonjour, bonsoir et bienvenue. Vous êtes directrice générale du pôle société d'Ipsos BVA et vous publiez Réhumaniser la société de l'absence. C'est aux éditions de l'Aube. J'accueille également Anne-Charlène Bézina, comme tous les lundis. Thomas. Bonsoir Anne-Charlène, constitutionnaliste, éditorialiste pour Sens Public. Et vous pouvez réagir, vous voyez notre QR code. J'attends vos questions, vos réactions. Je me ferai votre porte-parole auprès de nos invités, évidemment sur ce premier thème. Alors on rebondit sur notre sujet d'ouverture. Valérie Lecable, on va parler des alliances. On parlera des alliances à gauche aussi un peu plus tard. Il y a cette digue que Jacques Chirac dressait entre sa famille politique et l'extrême droite. Est-ce qu'elle peut céder, tout ou partie, lors de ces municipales? Oui, tout à fait. Déjà, la première stratégie qui est en train d'émerger, c'est que l'épouvantail qu'ils essayent de désigner, que le Rassemblement national essaye de désigner, c'est la France insoumise. C'est-à-dire qu'ils sont en train de procéder à un renversement du front républicain et de dire la vérité, c'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon est l'homme le plus détesté des Français. On sait que depuis des années maintenant, le Rassemblement national a une stratégie de dédiabolisation, tandis que la France insoumise a eu au contraire une stratégie de radicalisation, et que
utilisant ces deux évolutions divergentes, Jordan Bardella et les membres du Rassemblement national sont en train de préparer une inversion des rôles, c'est-à-dire un nouvel épouvantail qui ne serait plus le Rassemblement national, mais la France insoumise. Donc on voit que quelqu'un comme Michel Barnier, qui a beaucoup d'expérience, ou quelqu'un comme Xavier Bertrand, qui combat le Rassemblement national dans sa région depuis qu'il est président de la région, depuis qu'il est sur place, ne se laisse pas avoir, on va dire. Mais qui, localement, va être tenté de le faire? Parmi, déjà, les candidats, qui vont être, si certains des LR sont en difficulté, et surtout, parmi les électeurs, qui vont se dire, bah oui, pourquoi pas? Et je termine avec ça, c'est que c'est la première fois dans ce pays qu'on a des extrêmes qui se présentent aux élections municipales. Le RN à droite, ils le font depuis quelque temps, mais pas à ce niveau-là. Là, il y a un accélérateur important. Et la France insoumise pour la première fois, alors que jusqu'à présent, les municipales, c'était des notables, des LR pour la droite, du Parti socialiste pour la gauche. Et cette situation de radicalisation est un des grands enjeux des élections municipales. Avec une tentation, je reste sur l'alliance à droite, qui va s'exprimer beaucoup entre les deux tours, mais qui existe déjà aujourd'hui. Nos confrères du Figaro nous apprennent qu'une élue LR dans la ville de Nîmes, rejoint la liste du Rassemblement national et du parti d'Éric Ciotti. On entendait Xavier Bertrand, Jean Garrigue, qui attendait la réponse du président du parti LR républicain, Bruno Retailleau. Il y a une gêne patente, assez évidente. J'ai peur qu'ils ne l'attendent assez longtemps, parce que les LR ont beaucoup à perdre dans cette élection, dans ces élections municipales, beaucoup plus que le Rassemblement national, qui, j'allais dire, a tout à gagner, en fait. Oui, qui part de quasiment de zéro. Parce qu'il part carrément de zéro. Alors, ils ont Perpignan, mais je pense que Louis Alliot, à moins de démêlés judiciaires imprévus, gardera sa ville. Donc, la plupart des villes de RN, ils vont les garder. Mais ils ont effectivement à construire quelque chose. Ils ont un territoire électoral à construire, dans la France profonde, dans la France rurale. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est une équation terrible pour les Républicains, parce que eux, en revanche, possèdent quand même à peu près le tiers des villes de plus de 30 000 habitants. C'est un vrai capital pour eux, qui sont assez faibles à l'Assemblée nationale. Ils sont présents au Sénat, mais ont donc besoin d'avoir beaucoup de délégués des communes pour élire des sénateurs. Donc voilà, ils ont beaucoup de choses à perdre. Et dans un certain nombre de communes, grandes, petites, moyennes, surtout grandes et moyennes, ils peuvent perdre beaucoup à la concurrence du Rassemblement national. Donc la tentation d'une union des droites va être grande pour des républicains. Il y aura beaucoup de situations, Adélaïde Zulfikar-Tatsik, où les candidats RN seront un peu faiseurs de roi ou faiseurs de reine. C'est-à-dire qu'ils auront la capacité de se maintenir au second tour, et même s'ils ne font pas d'alliance, de choisir de faire tomber ou pas un élu RN, un élu du parti LR, les Républicains. Oui, vous avez raison. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre point qui est, je comprends, la tentation est grande de faire de ce scrutin municipal une antichambre de la présidentielle et de se dire qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement. Or, ce qu'on voit, nous, dans les enquêtes, c'est que, quand même, ce qui domine, avant tout, c'est l'incertitude. Incertitude, pourquoi? Parce que vous l'avez rappelé, on l'a dit, par rapport à 2020, ce qui change, c'est qu'il y a beaucoup plus de listes RN, beaucoup plus de listes, surtout LFI qui avait un petit peu enjambé l'élection de 2020, et donc avec un ticket d'accès, il faut le rappeler, au second tour qui est assez à la portée, en fait, de 10% des exprimés. Les suffrages exprimés. Voilà, on va avoir plein de configurations variées selon les municipalités, donc entre des duels, des triangulaires, des quadrangulaires, des pentagulaires, même éventuellement à Paris, par exemple. Okay. Ça veut dire, pour un institut de sondage comme le vôtre, un travail très compliqué. J'avais beaucoup d'incertitudes. Ça veut dire effectivement on a plusieurs hypothèses, et ça veut dire que pour l'instant on travaille sur des premiers tours. Se projeter sur des seconds tours, c'est plus complexe, parce que ce qu'on ne maîtrise pas encore, et ça rejoint votre question que je n'ai pas oubliée, qui est que va-t-il se passer dans l'entre-deux tours, quelles vont être les alliances éventuelles en cas de triangulaire, quadrangulaire, pentagulaire, et notamment cette question effectivement de ce qui va se passer du côté des LR et de cette union des droites. C'est effectivement, ça va permettre de RN, qui va être beaucoup plus présent, parce que quand on compare la configuration par rapport à 2020, rappelons qu'aujourd'hui le RN c'est environ 180 parlementaires, donc une capacité de maillage territorial, une capacité à peser sur cette élection beaucoup plus importante, donc effectivement une capacité à être un peu le faiseur de roi du scrutin. Ce qu'on ne maîtrise pas en revanche aujourd'hui, c'est, admettons qu'il y ait des alliances de second tour entre le RN et LR, ça sera le cas dans de nombreuses communes, comment les électeurs vont se comporter
face à ces candidatures? Est-ce qu'ils vont suivre? Est-ce que le barrage républicain qu'on a quand même vu persister lors des dernières législatives, est-ce qu'il va persister là aussi, et est-ce qu'il va y avoir du coup des candidats RN qui finalement vont perdre? On a encore beaucoup de points d'interrogation avec ce scrutin. Anne-Charlène. J'aimerais bien qu'on se dise que justement par rapport à tout ce qu'on vient de dire, c'est vrai que c'est intéressant de se dire que pour les municipales, il y a 3 moments en fait où cette union peut se faire. Premier tour, premier choix, c'est-à-dire se dire je vote pour un tel. Deuxième moment avec les abstentions, comme vous disiez, triangulaires ou etc. C'est-à-dire est-ce que je me déporte vers un tel ou autre, ce qui revient finalement à voter en faveur, mais politiquement c'est quand même pas la même chose. Donc les LR pourront dire on était contraints, c'était ça ou un candidat de gauche, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et troisième moment, c'est-à-dire que certes il y a une prime majoritaire, mais c'est quand même des villes dans lesquelles on peut travailler ensemble. Donc au fond les électeurs auront quand même toujours le choix. Après le second tour. Les électeurs auront quand même toujours le choix de faire une composition un peu mixée qui obligera cette fois-ci à avoir une union des droites de facto. En fait. Alors, je vous redonne la parole tout de suite, mais on va rester sur la question du Rassemblement national, de l'alliance à droite. Et c'est intéressant parce qu'on se demande si, et on va rester prudent, on l'a bien compris dès le début, on va avoir cette tentation les uns et les autres de tirer très vite des leçons nationales. Et on va quand même être prudent. Mais les politiques eux-mêmes, écoutez Jordan Bardella, il parle de ces municipales comme d'une étape avant l'accession au pouvoir national. On rentre dans la dernière ligne droite de la campagne. Les élections municipales, en tout cas le premier tour, sont dans 5 à 6 semaines. Donc l'objectif maintenant, c'est de mobiliser les Français, mobiliser nos électeurs et de faire passer le message que l'alternance commence dans les communes françaises. Le Rassemblement national peut gagner des communes en nombre et c'est évidemment une marche supplémentaire à franchir avant l'accession au pouvoir. Nos maires seront des maires intransigeants face à l'insécurité et ils se battront pour la paix fiscale. Il n'y aura pas 1 euro d'augmentation d'impôts dans les communes dirigées par le Rassemblement national. Pas 1 euro de hausse, et ça c'est très important pour les Français, et il faut que les Français se mobilisent. Une marche supplémentaire à franchir avant l'accession au pouvoir. Je retiens aussi l'idée de ville RN un peu laboratoire. Or ça n'a pas été le cas lors des scrutins précédents, Valérie Lecable. Alors là, en même temps, il n'y a pas de grand risque à dire ça, puisqu'on aura, au bout d'un an, on ne va pas pouvoir tirer non plus des bilans très circonstanciés si des élus LR remportent des villes importantes. Non, mais RN remporte des villes importantes, pardon. Plus que le bilan, c'est la situation au lendemain des élections municipales. C'est le 22 mars qui va compter, en fait. Parce que Jordan Bardella a raison de dire que, la campagne est extrêmement courte. 5 semaines, c'est vraiment très, très rapide. Parce qu'il y a eu le budget, parce qu'il y a eu Marine Le Pen, parce qu'il y a eu tout ça. Et extrêmement importante parce que, oui, pour moi, c'est une préfiguration de la présidentielle. Pourquoi ? Parce que, ce qu'a expliqué Charlène, c'est-à-dire qu'il va y avoir localement, dans toutes les communes de France, on est toujours à 36 000 ou quelque chose commune dans ce pays, des situations qui vont être complètement différentes, avec des alliances qui vont être complètement différentes. Et ça va permettre, en dehors des postures figées des partis politiques nationaux qui sont obligés d'adopter une attitude et pas une autre, de tester plein de configurations différentes. Donc, qu'est-ce qui fonctionne mieux ? Est-ce que l'alliance LR-RN, elle fonctionne mieux ? Est-ce que LR, il gagne plus tout seul ou est-ce qu'il gagne plus avec le RN ? Est-ce que si LR s'allie au RN, il est son affidé ou il le domine ? Et alors, ça ne va pas être transposable exactement parce que le rapport de force ne sera pas le même. Mais ça va donner la possibilité de tester tous les scénarios. Les différents scénarios d'alliance, comment ça marche et quels sont ceux qui fonctionnent le plus. Et je pense qu'à l'issue de cette étape-là, il va être plus simple ou plus rationnel, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une forme d'incertitude assez importante. On sait juste que le RN est à 35% qui est devant tout le monde, mais à part ça, on ne sait pas grand-chose de ce qui va se passer. Mais là, on est en train de gommer, mais peut-être qu'on n'aura pas la réponse au lendemain du second tour de ces élections municipales, mais quand même, le risque de fracture, je reste là sur le parti LR républicain. Bien sûr. Enfin, là, on a entendu Xavier Bertrand et Michel Barnier. Bon, je ne sais pas s'ils sont majoritaires au sein de LR aujourd'hui. C'est quand même une vraie question. Je partage votre incertitude. D'abord, juste rappeler qu'il s'est passé dans l'histoire, c'est mon rôle de le rappeler ici, des élections qui ont précédé des élections présidentielles, par exemple celle de 2001, où on a vu une poussée de la droite et un président
réélus à droite. En 1977, vous avez des élections municipales qui manifestent une poussée de la gauche. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'était un peu plus loin, en 81, mais l'élection de François Mitterrand. Ce que je veux dire par là, c'est que l'élection municipale, elle peut aussi annoncer certaines choses. Et en tout cas, être utilisée, notamment par le Rassemblement national, si jamais il enregistre des bénéfices électoraux substantiels, ça peut être utilisé comme, et d'ailleurs c'est ce que fait déjà Jordan Bardella, comme une sorte de marchepied vers l'élection présidentielle. J'ajouterais que, effectivement, cette incertitude dont vous parliez tout à l'heure, on va exactement la retrouver pour l'élection présidentielle, où tout le monde sait qu'au premier tour, on risque d'avoir pléthore de candidats, autour de 15-16%. Oui, la qualification peut se jouer à qualifier derrière le Rassemblement national. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui va laisser planer le doute sur les alliances potentielles, et notamment sur cette fameuse idée de l'union des droites dont on va sans doute parler. On va continuer d'anticiper les leçons avec vous dans un instant, mais tout le monde veut reprendre la parole. Adélaïde pour commencer, Valérie ensuite. Non, ce que je voulais dire, c'est que les élections municipales ne préfigurent pas toujours des résultats de la présidentielle. Si on prend les dernières municipales, c'est l'inverse. Voilà. Là, c'était déferlante verte en 2020 avec toute une série de villes acquises à Europe Écologie Les Verts. Et je rappelle que le candidat Yannick Jadot a fait 4,6% des suffrages 2 ans après. Donc, contre-exemple, mais bon, lié sans doute aussi à la séquence Covid, et à la séquence Covid qui a porté sans doute participation. Qui a porté surtout une participation d'électeurs plus jeunes et donc plus écolos. En revanche, là où je voulais rebondir sur le fait qu'effectivement Jordan Bardella a raison de faire de cette élection un marchepied, une étape supplémentaire vers la présidentielle. D'une part parce que c'est quand même une réalité que si jamais le RN, étant son ancrage territorial, passe de, je crois aujourd'hui, 14 ou 15 villes, je ne suis pas très sûre, à plus de villes, et notamment des villes emblématiques comme Toulon, comme Nice ou comme Marseille, ce sera quand même une confirmation de la dynamique électorale à la hausse qu'on observe, on ne pourra pas le nier. Et par ailleurs, je pense que ça va... On parlait tout à l'heure de la stratégie de dédiabolisation et de normalisation. On sait aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, on mesure que le maire est aujourd'hui la figure qui conserve le plus de confiance des Français. Donc si les Français, une partie des Français, dans leur vote, font le souhait de mettre un maire RN à la tête de leur commune, c'est une vraie manifestation de confiance. Et ça veut dire qu'ils sont crédibles, ils sont légitimes. Et donc ça veut dire quelque chose qu'on ne pourra pas nier, effectivement, par rapport à la dynamique globale. On n'oublie pas, on est sur Public Sénat, qu'il y a des sénatoriales en septembre, mais qu'il y a aussi cet enjeu d'avoir éventuellement un groupe sénatorial pour le RN. Vous faites une transition parfaite, c'était exactement mon sujet, c'est qu'on parle beaucoup des maires et de la possibilité de conquérir des villes, mais ce dont on ne parle pas, c'est ce qui se fait davantage à bas bruit, c'est-à-dire que déjà en 2020, le Rassemblement national a gagné un certain nombre non négligeable de conseillers municipaux, mais je crois qu'on évalue à peu près si ils ont 15% par exemple des voix, mais sans gagner la mairie, ça correspond à peu près à un sénateur, si je ne me trompe pas, je parle sous votre contrôle. Donc, ce que je veux dire, c'est que en plus des maires eux-mêmes, il faut prendre en compte tous ces conseillers municipaux qui peuvent arriver et qui peuvent changer fondamentalement le résultat des élections sénatoriales et amener beaucoup plus de maires des deux extrêmes, du RN d'un côté, mais peut-être aussi de LFI de l'autre, parce que 15%, il y a des endroits où LFI va faire 15%. À Marseille, par exemple, de l'Augu, il est à 15%. Donc vous allez avoir des conseillers municipaux RN et des conseils d'opposition, on ne verra pas tout de suite la ville, mais au sénatorial, mais qui vont voter, 15%, c'est un sénateur. C'est ce scrutin indirect avec les grands électeurs, effectivement. C'est là où il va falloir regarder dans le détail la conquête. Et je termine juste là-dessus, c'est ce que Renaissance, enfin le bloc central d'une façon générale, n'a pas tout à fait réussi depuis qu'ils sont au pouvoir. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à obtenir cette progression dans les territoires que les extrêmes pourrait en partie démarrer cette fois-ci. Alors Anne-Charlène, vous avez listé en quelque sorte les raisons pour lesquelles ces municipales sont peut-être les plus importantes de la Ve République. Alors, quelle est pour vous la première de ces leçons politiques ? Alors la première, c'est que c'est la première élection après la dissolution. Alors là aussi, dans un calendrier qui est un peu inédit, puisque ça ne devait pas être le cas, les élections législatives ont été anticipées, et ça dira quelque chose, puisque vous le savez, il a été question de choix de Premier ministre dans une assemblée dite ingouvernable, qui se
sont faits. Tout ça, c'est fait en réalité sans les Français qui ont été un peu spectateurs de tout ça. Beaucoup de partis politiques en plus appelaient à des élections anticipées. Alors, est-ce qu'il y aura, on va dire, sentiment de confiscation qui se manifestera dans les urnes au niveau des électeurs? Ça, c'est vraiment quelque chose qui me paraît très intéressant. Oui, une forme de vote sanction. Voilà. La deuxième leçon. Exactement. La deuxième leçon, c'est la question qu'on s'est tous posée ici. C'est est-ce que c'est un marchepied vers l'élection présidentielle et qu'est-ce que ça nous enseignera? Alors, moi, il me semble que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a peut-être une possibilité aussi de recentrer un peu la bipolarisation classique. Est-ce qu'on va avoir plus de droite et plus de gauche avec des partis de gouvernement un peu old school, dira-t-on? Et est-ce qu'on aura enfin cette clarification politique qu'on attend? Vous le savez, c'est le discours d'Emmanuel Macron lors de la dissolution. Et ben, est-ce que ce sera ces municipales qui nous les apporteront, ces clarifications? Ça, c'est la grande question. On l'a dit aussi, clé d'entrée, LFI, RN, Parti Renaissance, qui n'ont jamais vraiment réussi leur ancrage local. Donc ça, ce sera vraiment l'occasion de le voir. On se dit bien que l'idée, ce serait de capitaliser pour que 2026 fasse un peu l'antichambre de 2027. On s'est tous dit que 2027 serait le seul moment pour faire bouger les choses. On va voir si les municipales peuvent être au moins un étage intermédiaire. Oui. Alors, il y a une troisième leçon politique dont on n'a pas encore parlé, c'est... l'abstention. Moi, j'aimerais vraiment bien regarder ça, parce que 2020, c'était quand même le Covid, on le sait, ça avait favorisé une abstention record, mais est-ce que finalement la crise de 2024, justement, va amener à une forme de fin du politique ou de ras-le-bol qui amènerait les Français à ne pas voter? Est-ce qu'on deviendrait un peu américain avec cette idée que seulement certains Français se déplaceraient pour les votes? Parce que je rappelle que les municipales avec la présidentielle, c'est vraiment l'élection reine. Donc si on commence à désaffectionner cette élection-là, ça voudra dire beaucoup de choses. Et peut-être que si au contraire il y a beaucoup de participation, ça voudra dire que la présidentielle sera lourde d'enjeux. Alors ce chiffre qu'on a souvent tendance à balayer un peu trop vite, il faudra qu'on le regarde de près, celui de l'abstention et de la participation. C'est vrai. Alors ensuite, il y a la question de l'état d'esprit de l'opinion, en quelque sorte. Et c'est, moi, une question que je me pose, c'est celle des colères. Vous savez qu'on a vraiment dit que 2024-2025, ça avait été l'année des colères. Colère agricole, colère même démocratique, colère sociale qui s'est manifestée avec le budget. Est-ce que les municipales vont servir de défouloir, en quelque sorte? Ça, c'est assez rare au niveau des municipales, le dégagisme. C'est plutôt la continuité qui prédomine. Donc, est-ce qu'on va changer la nature de ces élections municipales? C'est une question que je me pose. Ou est-ce qu'au contraire, en fait, on n'apprendra rien? C'est aussi peut-être quelque chose qu'on peut se dire ce soir. C'est-à-dire que ces élections municipales seront seulement municipales avec ce pragmatisme que les Français adorent. Peu d'étiquettes, des étiquettes très différentes. Donc, vous l'aurez compris, les enseignements seront nombreux et les surprises aussi. Oui, effectivement. Adélaïde Zulfi Karpathy, vous êtes venue avec en exclusivité d'ailleurs, avec le résultat d'un sondage Ipsos BVA que je trouve intéressant sur alors, qui répond en partie à notre question. La question que vous posez, c'est pour les prochaines municipales, allez-vous faire votre choix avant tout en fonction des enjeux nationaux ou des enjeux locaux? Enjeux local, 83%. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on regarde peut-être un peu plus en détail avec vous à quel point les réponses dépendent peut-être de la taille de la ville, de l'âge de celles et ceux qui répondent aux questions. Est-ce qu'on, par exemple, plus la ville est grande, plus les enjeux nationaux prennent de la place? Il y a globalement une corrélation effectivement entre la taille de la ville et le sentiment de proximité en fait. Cet ancrage local, cet ancrage territorial, il est d'autant plus fort que vous êtes dans une petite commune, mais néanmoins avec un chiffre de l'ordre de 83%, ça montre bien que c'est un sentiment qui est majoritaire chez tous les Français. Et du coup, j'avais envie effectivement de rebondir sur ce que vous disiez, parce que je pense que la question sur la participation, elle est extrêmement liée à la question sur les colères et et c'est vraiment moi, j'ai la même interrogation que vous sur la participation. Est-ce qu'après 2 ans de crise politique et notamment depuis la séquence budgétaire qui a été un espèce de feuilleton tragico-comique qui a détourné les Français de la question politique, est-ce qu'on va avoir un retour ou un rejet? Le retour, on peut l'espérer parce que effectivement ces élections municipales, ce scrutin, il est perçu par les Français comme étant vraiment assez décorrélé des enjeux nationaux. Il y a une dichotomie, ils nous le disent en parlant de la façon dont ils vont faire leur choix, vraiment en fonction des enjeux nationaux. Ils l'affirment clairement et on l'a toujours observé dans les municipales. Par rapport à la question des colères, oui, il y a des colères, mais je rappelle quand même que, et ça les enquêtes Ipsos BVA le montrent assez bien, le sentiment dominant néanmoins chez les Français, c'est la lassitude. Ils ont exprimé comme une espèce de fatigue politique inédite avec un ras-le-bol. Et donc, pour moi, il y a plus une fatigue et il y a plus un besoin de réassurance qui va conduire plutôt, à mon avis, plutôt qu'à un dégagisme, à une volonté de stabilité. Les Français, ils en ont un peu marre de tous ces changements, de cette incertitude. Intéressant, ça pourrait bénéficier aux maires sortants. Ça pourrait bénéficier aux maires sortants dans certains cas, là où le bilan est positif. Et on sait que globalement, quand on interroge les Français en général sur la perception du maire sortant, ils sont plutôt satisfaits, je dirais entre les 2 tiers, enfin autour des 2 tiers, sauf dans certaines villes.
et je parle notamment de toutes les villes écolo. On a sorti des enquêtes la semaine dernière pour les titres de la PQR de l'Est de la France qui montraient que dans l'ensemble de ces villes, le bilan était majoritairement négatif. Et là, on voit que les maires sortants sont plutôt en difficulté. Mais globalement, il y a plutôt un souhait de réassurance, un ancrage très local dans le scrutin, une volonté de voter en fonction des problématiques locales. Et d'ailleurs, on voit bien quand on interroge les Français sur, et concrètement, quelles sont vos préoccupations, on ne retrouve pas le pouvoir d'achat. On est vraiment sur les services publics locaux, l'accès aux soins localement, la question de la sécurité aussi dans ma commune, mais on est vraiment sur des enjeux très locaux. Oui, effectivement. Avec Jean Garrigue, quand même, nous, on va avoir tendance à... je crois que les Français sont quand même un peuple politique. Assez éduqué, avec une conscience... et donc... ils savent bien que s'ils vont voter dans leur commune de 3, 5, 10 ou même 100 000 habitants, ils ne vont pas changer la politique nationale du jour au lendemain. Donc on peut pas non plus surestimer l'attente nationale d'un scrutin comme les municipales, quoi. D'ailleurs, traditionnellement, quand on cherche à tirer des conclusions d'un scrutin municipal, en fait, on se focalise très souvent sur le PLM, sur Paris, Lyon, Marseille, et sur les grandes communes et les grandes métropoles, voire les villes de plus de 30 000 habitants. C'est souvent là-dessus, si vous regardez un peu même les manuels d'histoire ou de sciences politiques, ils vous disent, bon, c'est à partir de ces villes-là qu'on peut voir des basculements, des confirmations. C'est aussi le jeu des politiques qui font des plateaux télé. On sera en soirée électorale le 15 et le 22 mars. Ils vont évidemment donner le résultat de telle ou telle grande ville pour dire on a gagné. C'est un bon scrutin. Le paradoxe étant que la majorité des communes ne se déterminent pas sur ces questions-là. Comme vous le disiez, c'est plutôt le notable local, la continuité. On va construire une école, une piscine, un machin. C'est plutôt là-dessus que ça se fait. Et on a des listes qui sont en général apolitiques, que les gens prennent bien soin de désigner comme apolitiques. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit sur des villes un peu plus importantes, justement, arriver cet apolitisme, qui est l'indication, à Lyon, à Lyon, par exemple, c'est intéressant. Même s'il est soutenu par LR, Jean-Michel Aulas n'a pas d'étiquette. Et qui est, à mon sens, le signe, justement, de cette incertitude dont on parlait tout à l'heure, l'incertitude des périmètres politiques dans un paysage extrêmement fragmenté. Alors, il nous reste une quinzaine de minutes, on va parler des Insoumis dans un instant, et puis aussi des quelques têtes d'affiche, notamment Édouard Philippe, qui joue quand même assez gros dans la ville du Havre. Je voulais juste terminer sur Paris, Lyon et Marseille, parce qu'il y a quand même un enjeu, ça va être la grande affiche de l'échec ou du succès de chacun aux élections municipales, parce qu'on n'a pas parlé encore du changement de scrutin, c'est-à-dire que c'est la première fois que les maires de ces 3 villes vont être élus au suffrage direct. Vous allez avoir 2 listes, même 3 à Lyon, une sur laquelle vous allez voter pour le maire d'arrondissement si vous êtes dans ces 3 villes-là comme avant, mais une où vous allez voter en direct pour votre maire. Et ça nationalise le scrutin parce qu'il est encore plus incarné qu'il n'était avant. En fait, vous allez voter en direct. Et là, vous avez quand même 2 gros tests. À Paris, qui va gagner à Paris ? Il y a une bagarre à couteau tiré qui n'est pas, je ne sais pas ce que disent vos sondages, mais on essaiera de prendre le temps de parler de Paris tout à l'heure. Mais franchement, c'est très compliqué de faire un vrai pronostic aujourd'hui. À Marseille, ne risquerait pas à parier à perdre de l'argent. Exactement. À Marseille, pareil, le pronostic n'est pas facile à faire. Je veux dire, entre le maire sortant, le Rassemblement national, le rôle de LR, etc. Et à Lyon, alors effectivement, on est dans la configuration de la déception sur les écologistes qui avaient été élus, Grégoire Doucet qui avait été élu la dernière fois, et sur l'arrivée de quelqu'un plutôt de la société civile, en fait, Jean-Michel Aulas. L'Olympique lyonnais. Mais en fonction des résultats là, ça va avoir une incidence politique globale là aussi. Alors, je vous propose, on va parler de la gauche un petit peu, et on va entendre 2 de ses leaders, et non des moindres. D'abord, Olivier Faure, qui lui aussi donne un enjeu, une ampleur nationale et même internationale à ces élections municipales. Écoutez. En France, c'est à partir des prochaines municipales que nous allons faire dérailler le train de l'international réactionnaire. Ces élections seront la première étape, la première digue, le premier barrage au RN et à la droite dévoyée.
Alors, je vais tout vous dire, on avait quelques petits soucis avec notre QR code et les questions viennent d'arriver là en rafale. Alors, j'ai une Leïla de Saint-Véran, je discute avec la régie en même temps pour les prévenir, qui m'intéresse. Donc, on va voir ce qu'elle nous demande. Et si tout est dicté par la présidentielle, est-ce que les programmes municipaux ont encore un sens? On a en partie répondu tout à l'heure quand même à Adélaïde avec le fait qu'il y a une attente d'abord d'enjeux locaux. Alors, j'en ai plein d'autres. Je vais essayer de vous en donner. Tiens, l'autre Leïla, celle qui est à Biarritz. Et ceux qui ne veulent ni de LFI ni de RN, ils font quoi? On nous laisse voter ou on nous force à choisir un camp. Ça rebondit sur ce que vient de dire Olivier Faure, Jean Garrigue, qui lui espère recréer le Front républicain qu'on a pu voir à l'œuvre entre les deux tours des législatives. Ce qui sera, qu'à mon avis, est un vœu pieux, parce que, étant donné ce qu'est le rapport de force aujourd'hui, et manifestement quand même globalement une inflexion de l'électorat vers la droite depuis moultes années, ça va être quand même compliqué. Ce qui va être plus à observer, ça va être les comportements justement du bloc central par rapport à la droite, par rapport aux Républicains, et les comportements des Républicains par rapport à leur propre droite. Et aussi bien d'ailleurs, et notamment à Paris, à Paris vous aurez pour Rachida Dati vraisemblablement, me semble-t-il, au second tour, le choix entre une alliance plutôt avec Pierre-Yves Bournazel ou avec Sarah Knafo. Et s'ils sont d'accord, ce qui n'est pas du tout évident. Mais en tout cas, ce choix-là, il sera quand même intéressant pour la suite. Anne Chardenne. Oui, moi il me semble que vraiment s'il y a une élection dans laquelle le socle commun n'existera pas, c'est dans les élections municipales. Alors c'est vrai que ni LFI ni RN, ça sera évidemment certainement la position de certains électeurs, même beaucoup d'entre eux, mais on va recréer des sous-familles politiques. Même le centre n'est absolument pas aligné sur ces questions. Il y aura une bataille horizon-modem. Ça, on peut être certain que vraiment cette idée-là n'existe pas au niveau local. Dans une configuration différente. Chaque fois, c'est différent. Il n'y a pas une circo où ils sont alliés et où les familles politiques ont le même sens. Des lieux. On voit pas mal d'électeurs un peu déboussolés. Là, on lit la réaction d'Ismaël de la Bastide-Clérance qui dit « Je vote LR, je veux pas que la gauche passe, je peux pas voter extrême droite ». Bref, il sait plus où aller, quoi. Oui, c'est très compliqué. Non, mais si vous regardez les alliances, déjà à Paris, vous avez Édouard Philippe et Gabriel Attal qui sont avec Bournazel et François Bayrou qui est avec Rachida Dati. Donc, dans toutes les villes, c'est pareil. Le temps est en train de filer, donc je vous interromps. On écoute Jean-Luc Mélenchon qui, alors quand même, en tout cas à l'heure actuelle, on verra bien ce qui se passe entre les deux tours de ces municipales, mais pour l'instant, il pilonne le Parti socialiste, ses anciens alliés du nouveau Front populaire. Les députés socialistes de ce département, sur les 10 dernières motions de censure, ils en ont voté 0. Autrement dit, tout ce que fait le gouvernement se fait grâce aux voix de ces gens que nous avions élus en confiance et qui nous avaient juré qu'ils respecteraient le programme. Punissez-les sévèrement, partout où vous le pouvez. Montrez-leur que vous n'acceptez pas ce manquement à la parole donnée. Un meeting de soutien au candidat local LFI à Roubaix. Alors, quand on voit Jean-Luc Mélenchon, évidemment, ce tribun présidentiel, ça inspire cette question à Guillaume de Saint-Suliac. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi j'ai l'impression de voter pour le futur président plutôt que pour quelqu'un qui va gérer les écoles et les routes? On est dans cette logique. Peut-être Jean Garrigue pour commencer. Typiquement, là, on est dans une radicalisation, une politisation à outrance, à une nationalisation à outrance de ce qui vont être malgré tout des élections locales et quand même axées sur des enjeux locaux. Ceux qui font des bonnes campagnes jusqu'à présent, les fonds, me semble-t-il, plutôt sur des enjeux locaux, sur des enjeux de sécurité, puisque la sécurité est quand même un point majeur, de pouvoir d'achat, etc. On n'a pas justement ce sentiment de nationalisation, sauf que, évidemment, le jeu de la France insoumise, et quelque part aussi du Rassemblement national, c'est quand même de nationaliser. Le Rassemblement national doit nationaliser son émergence, sa poussée, plus ou moins spectaculaire, et la France insoumise doit évidemment affaiblir tant que faire se peut les bastions socialistes. Avec quand même, je pense que vous avez dû essayer de trouver la réponse à ma question, Adélaïde, dans vos sondages. Ce que le PS a pu ou pas capitaliser des deux budgets,
le projet de loi de finances de la sécurité sociale, avec évidemment la suspension de la réforme des retraites, et puis éventuellement le budget, le projet de loi de finances, avec, en tout cas c'est comme ça que le PS le présente, un certain nombre de victoires symboliques. Est-ce que oui ou non, vous sentez un frémissement dans les études d'opinion et des électeurs de gauche qui disent oui, merci le PS, ou pas du tout? Franchement, pas vraiment. C'est pas très net, non. Non, mais il faut le dire. Alors, c'est peut-être un peu tôt pour le mesurer, mais encore une fois, moi, je pense que, sans doute, vous avez raison, on aurait pu mettre à crédit ces deux éléments que vous avez évoqués, ça aurait pu permettre de redonner des couleurs au PS. Mais moi, ce que j'ai surtout constaté, c'est une perception de toute cette séquence-là qui a été vue par les Français comme une espèce de vaste période de chamaillerie. D'ailleurs, on voyait dans les enquêtes Cali chez Ipsos BVA, tout le champ lexical qui était associé à la période, c'était un champ lexical très proche de la cour de récréation, guerre des chefs, querelle de cour de récré, etc., ou au spectacle. C'est des guignols, c'est des tartufferies, etc. Donc je pense qu'à un moment, les Français vraiment se sont détournés de ce qui se passait au Parlement et à l'Assemblée, parce qu'ils étaient écœurés, parce qu'ils y voyaient. Donc je ne pense pas que ça s'est imprimé. En tout cas, pour l'instant, on ne voit pas ni sur la popularité d'Olivier Faure, ou alors, je crois qu'il a pris 2 points dans la dernière enquête. Donc c'est vraiment 2 points, pour moi, c'est quand même l'épaisseur du trait. Et je ne parlerai pas de dynamique à la hausse et de capitalisation. Ouais. Ce qui est quand même un peu étonnant, Valérie Lecap, parce que, alors certes, ce n'est qu'une suspension de la réforme des retraites, mais quand on met en miroir l'ampleur des mobilisations contre cette réforme et le fait que c'est quand même grâce au Parti socialiste qu'elle a été suspendue, moi ça m'étonne quand même un peu qu'il n'y ait pas un gain politique. Non mais moi je comprends tout à fait ce qu'il dit, ça a duré tellement longtemps que les gens ils en avaient marre, tout le monde en avait marre, on en avait tous marre. Oui, nous aussi, en fait. c'est sûr ça. Et le résultat de tout ça, c'est qu'il en est sorti un goût amer. Oui. Mais je voudrais revenir 2 secondes sur l'image de Jean-Luc Mélenchon parce qu'elle est absolument fondamentale. Il est à Roubaix, il n'est pas n'importe où, il est dans la ville où LFI est le mieux placé, avec son candidat, David Guiraud. Et la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a mis un candidat fort, Sophia Chikirou à Paris, Sébastien Delogu à Marseille, pour battre la gauche. Pas la droite, la gauche. Oui. Donc, on est dans l'inversion de l'union des droites, on est dans l'opposition des gauches. Et pourquoi il fait ça ? Parce qu'il veut démontrer que les socialistes ont eu la mauvaise stratégie, que c'est lui qui va avoir la bonne, et que donc le présidentiable, c'est lui, et c'est pas les socialistes. On a bien compris. Donc, c'est vraiment ça. Allez, il nous reste 7 minutes, et on va parler essentiellement du maire du Havre. Et c'est la question d'Ahmad qui nous écrit de Paris. Être maire, c'est un boulot à plein temps. Alors, le Havre, il en fait quoi ? Il parle d'Édouard Philippe, évidemment. Il en fait quoi pendant sa campagne présidentielle ? Et si jamais il devient président, il laisse la ville tomber. Effectivement, c'est l'une des questions que les électeurs de la ville du Havre doivent se poser. On en parle tout de suite avec Alexandre Poussard. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas. Bienvenue sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Édouard Philippe joue une partie quand même de son avenir politique dans sa ville du Havre. Effectivement, Édouard Philippe est candidat à un 3e mandat de maire du Havre, ville qu'il dirige depuis 2010. Il s'est déclaré fin janvier dans la cité Océane, a dévoilé son programme la semaine dernière. Et ce ne sera pas une campagne comme les autres pour Édouard Philippe, puisqu'il est aussi candidat à l'élection présidentielle. Et ce n'est pas une bonne période pour l'ancien Premier ministre. Il est en perte de vitesse actuellement dans les sondages. Son écart se resserre face aux autres prétendants du bloc central à la présidentielle, Gabriel Attal ou Gérald Darmanin. Mais Édouard Philippe l'assure, il ne va pas parler de politique nationale dans ce scrutin local. Je le cite, c'était lors de son meeting de campagne. Dans cette campagne, il y aura selon lui des boules puantes. Il y aura des gens qui passeront leur temps à se poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut parler de la politique nationale à propos de cette campagne havraise. Je leur dis, mesdames et messieurs, bon courage, je suis là pour parler du Havre. Mais malgré tout, Édouard Philippe le sait, s'il n'est pas réélu dans cette élection municipale, il pourra dire adieu à ses ambitions présidentielles. Et forcément, ses adversaires, localement, ils la nationalisent, cette campagne. Ah oui, ses adversaires jouent la carte nationale à fond, à commencer par cet homme, Jean-Paul Lecoq, député communiste de Seine-Maritime, soutenu dans cette élection municipale par les communistes, les socialistes et les écologistes. Il est candidat une seconde fois face à Édouard Philippe, après sa défaite en 2020. Mais cette année, il croit en la victoire de la gauche, ou plutôt en la défaite d'Édouard Philippe. Je le cite, en 2020, Édouard Philippe était Premier ministre et a surfé sur sa popularité à la sortie de la crise du Covid. Mais aujourd'hui, quoi qu'il fasse pour s'en détacher, il est l'un des responsables de la mauvaise politique d'Emmanuel Macron.
Édouard Philippe, il doit également regarder à sa droite, avec Franck Keller, candidat pour l'UDR, le parti d'Éric Ciotti, et pour le Rassemblement national. Il fait également campagne sur la distance qu'aurait prise l'actuel maire du Havre à cause de ses ambitions nationales. Je cite Franck Keller, « Au Havre, on ne s'occupe pas des habitants, on ne prend pas soin d'eux, on ne va pas échanger avec eux, donc les problématiques locales ne sont pas du tout prises en considération. » Franck Keller qui a des chances de se qualifier au second tour dans une triangulaire au Havre, ce qui ferait perdre des voix à Édouard Philippe. Et puis ce serait surtout le retour de l'extrême droite au conseil municipal du Havre. Un coup dur pour l'ancien Premier ministre et un mauvais symbole dans sa perspective présidentielle. Voilà, et on va évidemment respecter les règles de ce scrutin, de ces scrutins municipaux. On regarde les 7 listes, les candidats de ces municipales au Havre, c'est ça ? C'est ça, avec Édouard Philippe pour Horizon, Jean-Paul Lecoq pour les communistes, Franck Keller pour l'UDR, Charlotte Boulogne pour la France Insoumise, Magali Cauchois pour Lutte ouvrière, et puis 2 listes citoyennes, Sophie Zaréfian, et puis la liste Le Havre est à vous. Merci beaucoup Alexandre pour toutes ces explications. Alors on a tous remarqué, je vais enfoncer une porte ouverte, que Édouard Philippe fait une campagne très locale. On ne le voit pas beaucoup dans les médias nationaux, Jean Garrigue. Je pense qu'il a raison. Je pense aussi, Je pense aussi d'ailleurs on parlait des primo-sortants, je pense qu'il en bénéficiera malgré tout, parce qu'il a la réputation d'un bon maire au Havre, comme il avait la réputation d'être un bon Premier ministre. Et de manière paradoxale, la trahison d'Emmanuel Macron peut l'empêcher d'être trop assimilé au bilan macroniste, puisqu'il l'a trahi, il a demandé sa démission. C'était pas très joli pour un certain nombre d'électeurs. Ça l'a plutôt fait dévisser dans les sondages. Mais au moment de voter pour une élection locale de ce type, et je dirais aussi peut-être avec une relative faiblesse malgré tout de l'adversité. Je ne suis pas sûr que, en tout cas, le Rassemblement national au Havre n'est pas très fort. Et je ne suis pas sûr que le candidat communiste soit suffisamment armé pour combattre Édouard Philippe. Enfin, je ne devrais pas faire un pronostic parce que tout peut arriver. Mais ce que je veux dire par là, c'est que s'il arrive à relocaliser vraiment l'enjeu et à ne pas avoir l'air de quelqu'un qui prépare son élection présidentielle, il aura de bonnes chances d'y arriver. Bon, on va s'appuyer sur les sondages. On est à 5 semaines du premier tour. Je ne sais pas de quand date votre dernier sondage au Havre. Qu'est-ce qu'on peut dire du risque pour... Il n'y en a pas eu tant que ça, des sondages. Il n'y en a pas eu tant que ça. Ça coûte cher un sondage, il faut le rappeler. C'est ça, et donc je crois même qu'il n'y en a pas eu qui ont été rendus publics par moi ou mes confrères récemment. Donc je pourrais pas vous répondre là-dessus. En revanche, j'aimerais juste rebondir parce qu'on dit qu'il a dévissé dans les sondages, la stratégie, globalement quand même, Édouard Philippe, au niveau national. Moi, je pense qu'il a raison, effectivement. Il joue beaucoup avec cette élection au Havre, mais il a quand même raison parce que par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment sur la figure du maire, sur l'ancrage territorial, sur la confiance, je pense qu'il a intérêt effectivement de capitaliser là-dessus et sur son image de Premier ministre précédent. Et dans les enquêtes d'opinion quand même jusqu'à présent, et là je fais référence notamment au dernier baromètre Ipsos BVA, ces écoles d'ingénieurs qui est sorti la semaine dernière pour RTL, où vous savez, on a les classements des popularités des différentes personnalités politiques. Nous, c'est une cote d'influence. Il reste quand même dans le trio de tête des personnalités que les Français souhaitent voir jouer un rôle à l'avenir. Derrière Jordan Bardella, qui est le premier. Marine Le Pen, 35%, qui a perdu 3 points depuis le procès. Et lui, il est à 33%, donc juste derrière. Et donc les Français ont encore des attentes assez claires vis-à-vis de lui. Et quand on regarde son électorat, notamment la droite et du centre, et qu'on demande dans cette même enquête, est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une primaire pour désigner un candidat unique de la droite et du centre en 2027 ? La réponse est oui pour plus de 70% d'entre eux. Et qui vous souhaitez voir participer à cette primaire ? Loin devant Gérald Darmanin, Gabriel Attal, c'est Édouard Philippe qui sort. Donc moi, je ne l'enterrerai pas. Ah, c'est pas ce que je disais. J'essayais juste d'évaluer le prix de la trahison. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, peut-être qu'à court terme, ça lui a fait perdre quelques points, et qu'à long terme, ce que vous disiez tout à l'heure... Il s'est dissocié du bilan d'Emmanuel Macron. Allez, on a quasiment fini. Anne-Charlène Hameau et Valérie, voilà le mot de la fin. Moi, je pense que ce qu'il faudra mesurer, c'est justement de savoir si c'est une bonne idée d'être candidat au municipal juste avant les élections présidentielles, parce que beaucoup ne l'ont pas fait. Gabriel Attal, Jordan Bardella, Raphaël Glucksmann, enfin, toutes les têtes de liste un peu nationales, on le voit bien, se réservent un peu en second rideau. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de courageux qu'il faudra peut-être mesurer comme étant, au contraire, un bénéfice ou un risque. Oui, avec ce que disait notre téléspectateur, j'élis un maire, mais je sais qu'il va potentiellement partir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le poste de maire pour Édouard Philippe, il est incontournable et extrêmement attaché. Et de son parti Horizon. Et il pense que c'est extrêmement important, mais ce qui est amusant, c'est un concours de calendrier, c'est que demain au Cercle d'hiver, demain soir à cette heure-ci au Cercle d'hiver, il y aura
et Édouard Philippe et Gabriel Attal, l'un à côté de l'autre, sur l'estrade, à l'occasion d'un meeting, en faveur de qui? De leur poulain. Alors, ils y vont pas eux-mêmes, mais leur poulain y va, qui est Pierre-Yves Bournazel. Donc ça, c'est assez rigolo, parce que Gabriel Attal, il s'est pas présenté. On avait beaucoup parlé de lui pour Paris. Il y a beaucoup de gens qui le poussaient à aller à Paris. Il n'a pas voulu y aller, mais il a quand même soutenu par Rachida Dati, parce qu'il s'est fâché avec elle au moment des législatives partielles, là, parce qu'elle lui a piqué... Enfin, c'est un LR maintenant. Sylvain Maillard. C'est Michel Barnier, au lieu que ce soit le poulain de Gabriel Attal qui devait passer. Et du coup, enfin, c'est une des raisons. Et du coup, il est plus avec Rachida. Et ils vont être tous les deux, alors qu'ils sont adversaires à la présidentielle, pour la présidentielle, ensemble... pour les municipales avec Pierre-Yves Bournazel. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Adélaïde Zulfikar Pasic, votre livre « Réhumaniser la société de l'absence » est aux éditions de l'Aube. Et Jean Garrigue, « Les avocats de la République » aux éditions Odile Jacob. Valérie Lecable, on vous lit dans le quotidien lejournal.info. À très bientôt sur ce plateau et sur l'antenne de Public Sénat.